ici votre animatrice Manal Drissi et bienvenue à cette dernière journée du Forum Voir Grand, organisé par le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Et oui, déjà, la dernière journée. Avez-vous remarqué quelque chose? Je regarde la bonne caméra ce matin. La preuve que le Forum amène de la croissance personnelle. On devrait peut-être ajouter une journée juste que je puisse regarder la bonne caméra, une journée de plus. Je vous remercie d'avoir contribué ce matin à jeter les bases de la déclaration commune de l'AQA que vous allez pouvoir continuer de développer pendant la grande tournée qui va être menée à l'automne par le RQAQA. Et je vous rappelle que, comme pendant les conférences et les ateliers des derniers jours, vous pouvez clavarder, poser des questions que je vais pouvoir ensuite poser à nos invités d'aujourd'hui, que je vous présente sans plus attendre. Ce sont 4 personnes au regard singulier qui ont assisté aux activités des derniers jours de chacune des trames et qui vont nous partager aujourd'hui leur vision, leurs constats et leurs souhaits sur l'avenir de l'Action communautaire autonome. Donc, tout d'abord, dans le coin gauche, Caroline Toupin, qui est coordonnatrice du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome et qui va nous parler aujourd'hui de s'approprier l'Action communautaire autonome. Bonjour, Caroline. Bonjour. Ensuite, nous avons avec nous Marie-Andrée Gauthier, qui est coordonnatrice générale du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec et qui va nous parler aujourd'hui d'incarner notre projet de société. Bonjour. Bonjour, Manal. Ensuite, nous avons avec nous Nancy Burroughs. Alors, hier, j'ai appelé quelqu'un Tristan. Aujourd'hui, je vous rebaptise Marie, mais moi, aujourd'hui, je suis Nadal. Donc, voilà. Nancy Burroughs, qui est chargée des programmes éducation à la citoyenneté mondiale, Association québécoise des organismes de coopération internationale, ACOSI, qui va nous parler aujourd'hui de bâtir les solidarités. Bonjour, Nancy. Salut. Et enfin, la dernière, mais non la moindre, Valérie Lépine, qui est coordonnatrice responsable à la mobilisation et aux communications, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, MEPAC. J'ai jamais dit autant d'acronymes de toute ma vie. Je manque de souffle. Vous êtes là pour nous parler de bâtir les solidarités. Bienvenue, Valérie. Bonjour, et c'est politiser notre action. Politiser notre action, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est ça, tellement d'acronymes, j'ai manqué de souffle. Je me suis trompée dans la trame en plus. Merci d'être là et en personne en plus. Hein, ça fait si étrange après cette année de pandémie de se retrouver en personne, de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Ça va faire des discussions très intéressantes et je vous lance comme ça déjà dès le début en vous demandant qu'est-ce que vous avez retenu des dernières journées du Forum? Bien, je vais commencer, si ça ne vous dérange pas. Moi, avec la trame que j'ai suivie, c'était s'approprier l'action communautaire autonome. Moi, ce qui m'a marqué un peu, c'est de retrouver l'histoire à travers toutes ces trames-là de notre réseau là, de l'action communautaire autonome, ce qu'on peut appeler le réseau un peu plus institutionnalisé. Donc, c'est une histoire qui, je pense, nous ressemble beaucoup. On l'a visité avec l'histoire, les récits de 3 organisations. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que plutôt que de visiter l'histoire d'une manière très, très linéaire, on les a visités à travers le vécu, puis les obstacles, puis les défis qu'ont eu les organisations pour se mettre sur pied, pour poursuivre leur développement et en arriver là, jusqu'ici. Puis moi, un des premiers constats que je fais, c'est que nos histoires, à quelque part, j'écoutais ça, puis je me disais, nos histoires se ressemblent. Pourquoi? Parce que elles partent toujours de la même place, elles partent toujours des gens qui vivent des problèmes, des gens qui vivent des oppressions, des gens qui souffrent, qui vivent différentes discriminations. Donc, notre histoire, comme Action communautaire autonome, comme organisme d'Action communautaire autonome, ça part toujours des gens. Puis je pense qu'il faut se rappeler ça, faut se connecter à ça encore aujourd'hui, parce que sans les gens, on est juste des organisations. On est juste des milieux de travail, alors que c'est pas ça qu'on est dans le fond. On est vraiment des lieux de reprise de pouvoir, des lieux où est-ce qu'on va briser l'isolement, aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, sur la collectivité. Donc, pour moi, à quelque part, j'ai travaillé dans plusieurs organisations, puis je retrouvais un petit peu des petits bouts d'histoire de chacune des organisations à travers chacune des histoires que j'ai entendues, puis c'était beau. Puis il y avait des histoires très, très anciennes, comme les centres d'amitié autochtones, 50 ans d'existence, et il y avait des histoires très récentes, l'Astérisque, qui existe depuis quelques années seulement. Donc, de voir que ces organisations-là ont vécu des défis qui sont semblables, pour moi, ça a été bien intéressant.
Moi, dans la trame numéro 2, incarner notre projet de société, en fait, ce que je retiens, c'est qui est autour de la table. Et même aujourd'hui, qui on est autour de la table. Je trouve le rôle de rapporteuse très inconfortable comme rôle. J'ai le goût de dire, allez écouter les balados de la trame, allez écouter les activités, les échanges qu'il y a eu dans cette trame-là, parce que le Forum a choisi de laisser le micro à ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer d'amplifier leur voix, leur vécu, mais je pense que dans la trame numéro 2, pour incarner notre projet de société, il faut revisiter notre histoire. Il faut revisiter ce qu'on a mis en lumière dans la trame 1. Et moi-même, je me dis, il y a des angles morts, il y a qui forment nos regroupements, qui sont nos membres au quotidien. J'ai grandement apprécié toute la générosité des intervenantes qui nous ont fait part de pratiques pour comment changer, comment pas être plus inclusive, comment être inclusive au lieu de susciter la participation de toutes et tous, mais comment inclure les groupes marginalisés, inclure la voix de celles qu'on n'entend pas, qui ne font pas partie de notre histoire, qui ne font pas partie de nos... et pourtant qui sont parfois dans nos groupes, qui sont les participantes de nos groupes, mais que l'équipe de travail ne reflète pas, par exemple, les réalités des personnes qui visitent les organismes communautaires. Donc, des questionnements qui m'ont fait remettre en question mes privilèges. Durant 2 jours, je me suis sentie très inconfortable, mais très avide de ces morceaux d'histoire qu'on a oubliés, qu'on a occultés, même volontairement, je pense, à certains niveaux, pour soit faire des gains ou pour aller plus vite. On a beaucoup parlé du temps et de l'énergie qu'on doit mettre dans ces choix qu'on doit faire dans ce processus. On a parlé d'un processus qui était long pour incarner un projet de société, mais ça part en amont en faisant quel choix on fait. Et je pense que le choix qu'on peut faire ce matin, c'est d'aller écouter celle à qui on a passé le micro durant la trame numéro 2. Donc, une trame qui remettait en question et qui, de prime abord, pouvait avoir l'air... C'était beaucoup des exemples montréalais qu'on donnait. Et donc, je me dis, il faut dépasser ce stade-là puis se dire que des groupes marginalisés, il y en a dans toutes les communautés, dans toutes les régions, dans toutes les villes. Mais le glissement serait facile de dire, chez nous, il n'y en a pas. C'est pas vrai. Donc, c'est quoi le message que l'on passe? Si le message que l'on passe ne rejoint pas ces personnes-là, c'est sûr qu'on ne les verra pas, ces personnes-là. Donc, je pense qu'il y avait des exemples inspirants qui sont facilement transposables à la grandeur du Québec. Moi, dans la trame Bâtir les solidarités, on a beaucoup jasé de solidarité et de stratégie, donc l'importance de la diversité des tactiques, l'importance de défaire nos préjugés par rapport à d'autres groupes à l'intérieur des mouvements d'ACA, aussi d'autres mouvements sociaux. Donc, toute la question de l'importance de travailler en coalition, puis les défis de travailler en coalition avec les différents, que ce soit le milieu syndical, que ce soit différents mouvements sociaux, c'est quoi les façons de travailler de façon respectueuse avec des gens avec des groupes qui travaillent autrement, mais qu'il faut le faire, qu'on n'a pas le luxe de ne pas le faire. Et aussi la question il y a des questions qui ressemblaient là, par rapport à des pratiques anti-oppressives et de comment bâtir des solidarités, mais il faut nécessairement le faire dans des perspectives d'inclusion, des perspectives de vraiment s'assurer qu'on est beaucoup plus diversifié et inclusif et dans nos analyses et aussi dans nos actions. Donc, c'est comment co-construire et comment faire de la place et comment, c'est ça, décoloniser nos pratiques, dans le fond, pour cette solidarité. Puis, c'est ça, jamais ça. Il y a quelqu'un qui disait qu'on n'a pas le luxe de travailler tout seul sur nos bars, nos petits groupes, nos petits regroupements, et pas juste la RQACA non plus. On n'a pas le luxe de travailler juste la RQACA ou les mouvements d'ACA pour la transformation sociale.
Oui, bien dans la trame 4, politiser notre action, ça a en quelque sorte été un retour aux sources, là, parce que c'est un peu comme notre colonne vertébrale. Donc, quelque chose qui est revenu souvent, c'est toute la notion de l'indignation, même de la colère, pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens qui nous alimente, puis une colère qui est justifiée face aux inégalités. L'indignation aussi qui est un peu partie prenante du processus d'éducation populaire autonome, donc de un peu se mettre ensemble, collectiviser nos expériences, comprendre le monde dans lequel on vit, observer les systèmes qui sont en place, qui créent ces inégalités-là, puis vouloir créer un monde différent, meilleur, plus juste. Donc, toute l'indignation comme source d'énergie où on peut aller puiser pour aller vers la transformation sociale qui est nécessaire. Puis autre élément, je trouve intéressant qui est ressorti notamment dans l'atelier que je vous invite à aller voir là, sur l'éducation populaire autonome, de la radicalité, d'être radical, de la lunette radicale. Se réapproprier ce mot-là parce qu'il faut un peu le démystifier parce qu'en ce moment, il est beaucoup utilisé dans d'autres contextes comme négatif ou péjoratif. Mais pourtant, ce mot-là veut dire, du moins dans le communautaire ou dans les mouvements sociaux, d'aller à la source, d'aller à la racine des problèmes. Donc, avec une analyse ou une lunette radicale, ça nous permet d'identifier des solutions aux problèmes ou aux enjeux sociaux qui sont structurants et pas que superficiels. Puis en ce moment, on le voit avec le gouvernement sur plein d'enjeux, mais notamment le racisme. Comment on peut lutter contre le racisme si on refuse de reconnaître qu'il est institué en système, qu'on vit du racisme systémique? J'ai bien hâte de voir les changements, mais il ne risque de pas beaucoup aller vers la transformation sociale, on s'entend? Donc, toute la notion, là, justement, là, de la radicalité, de se le réapproprier dans le communautaire, puis de le porter un peu comme une fierté, parce que c'est un peu ça qui nous caractérise, puis qui fait en sorte qu'on va vers une transformation sociale. Il y a beaucoup de principes qui ont été tirés de ces trames-là, de ces différentes trames qui reviennent au fait de reconnaître, d'inclure, de diversifier. Mais comment on applique ces principes-là dans la réalité? Demain matin, le forum est terminé. Qu'est-ce qui va changer dans l'action communautaire autonome? De quelle façon ça va se concrétiser, ces principes-là? Bien, moi, je pense que il y a quelque chose, il y a un mode de fonctionnement qui est bien ancré dans le milieu communautaire, puis qu'il faut déconstruire. Puis, tu sais, je reviens à ma trame, justement, sur l'histoire, puis à comment certains groupes, par exemple, la table la TCRI, la table de concertation des personnes réfugiées immigrantes, comment la table a été déçue, en quelque sorte, lors de l'adoption de la politique de reconnaissance, que l'inclusion, la diversité, le racisme, qui sont des enjeux transversaux, n'aient pas été inclus à l'intérieur de la politique. Ça a été des luttes, ça, à l'époque, pour inclure ces enjeux-là dans la politique. Puis les obstacles, ils venaient pas juste de l'extérieur, là, ils venaient de l'intérieur de notre mouvement. Donc, ces obstacles-là, on les a pas travaillés là, depuis 20 ans, puis on les a encore, ces obstacles-là, à l'intérieur de notre mouvement. Des organisations qui peuvent penser qu'on n'a pas besoin de travailler ces enjeux-là, mais je pense que, tu sais, comme mouvement d'action communautaire autonome, à un moment donné, il faut comme juste se rendre compte que, ben, on est un milieu blanc, nos équipes sont blanches, nos membres sont blancs, autour de la table, on est blanc, puis il faut absolument entreprendre des démarches, puis des réflexions, puis ça prend du temps, mais il faut commencer à quelque part, puis il faut faire ces constats-là. Oui, bien, en fait, c'est drôle, ça fait écho à... Il y avait Laurence Parent, qui est une militante chercheuse pour les droits des personnes handicapées, qui nous disait dans sa balado, une bibliothèque, par exemple, va mettre une rampe d'accès, donc ça devient accessible. Mais une fois que la personne rentre dans la bibliothèque, le personnel qui y travaille, ses croyances, ses valeurs, ses attitudes, s'ils sont handicapantes ou capacitistes, en fait, envers la personne qui vient recevoir des services publics, ben, il reste qu'il y a un problème. Donc, d'où l'idée des changements systémiques, d'être radical dans nos façons de faire, de tout bouger, là, nos structures, notre système, et de les revoir de fond en comble parce que
ces oppressions-là que les groupes marginalisés vivent, c'est inévitablement en lien avec comment la société interagit à l'intérieur de ces différentes structures. Et donc, ça crée ces catégories sociales de personnes racisées, personnes handicapées. Et c'est par le changement de système qu'on peut défaire ces catégories-là ou respecter les droits, en fait, de ces personnes. C'est surtout ça. Nous, on a parlé beaucoup de droits de respect, dignité, qui présentement ne sont pas comblés. Puis moi, je pense qu'il y a dans un des ateliers qu'on avait sur comment être des bons alliés puis des bonnes alliées, là, il y a la question de concrètement mettre au centre les personnes qui sont aux marges. De vraiment... et ça veut dire aussi regarder nos dynamiques de pouvoir et regarder les privilèges, tu l'avais dit tantôt, Marie-André, mais puis moi, je pense que pour avoir un impact réel ou des changements réels, bien, ça prend des changements individuels. Il faut que nous, on se regarde individuellement, des changements relationnels, donc, et aussi des changements systémiques. Et donc, comment, comme organisation, on peut aussi faire ce regard-là interne de personnel, mon organisme ou mon réseau. Donc, regarder comment nous, on perpétue des inégalités, comment nous, on a des pratiques qui peuvent être oppressives ou exclusionnaires, en tout cas, exclure du monde, et aussi relationnelles, mais c'est la relation d'organisme à organisme, à coalition et tout ça. Et évidemment, systémique, bien, il faut que nous, je veux dire, c'est pas parce que le gouvernement ne reconnaît pas le racisme systémique que nous, on ne peut pas avoir des plans d'action. Puis il y a des groupes qui ont des plans d'action contre le racisme systémique qui sont adoptés ou en train d'être adoptés pour les organisations même sur le regard interne, qu'est-ce qu'on peut faire nous, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire comme soutien aux luttes et non pas s'accaparer non plus la lutte des autres. Hein? Exact. Peu importe. Donc, c'est comment amplifier la voix et soutenir les mouvements autonomes qui luttent contre différents types d'oppression. Je pense que c'est des façons de le faire ancrer ou le faire atterrir, là, tu sais, pas juste du blabla, là. C'est pas une déclaration dans les airs, là. Puis avec ça vient la notion aussi de prendre le temps de faire ce travail-là, puis de se questionner aussi sur ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir des solidarités, politiser notre action, être plus dans nos valeurs d'ACA. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Pas que ça reste juste dans le théorique, mais dans le concret, ici, maintenant, dans notre organisme, avec nos membres, avec nos équipes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... on vise un projet de société, mais est-ce qu'on peut essayer de le vivre? Pas pleinement, parce que, bon, on vit quand même dans des systèmes d'oppression, tout le monde, mais comment on peut essayer de le vivre le plus possible au maximum dans le moment présent? Donc, bien, puis prendre le temps aussi veut dire en faire une priorité. Et ça veut dire de lutter activement contre la pression au productivisme et à l'efficacité. Et là, parce que pendant qu'on est en train d'avoir ces réflexions, ces jases, et essayer de transformer des choses, bien, on n'est pas en train... Tu peux pas tout faire en même temps. Là. Fait que si tu en fais la priorité, mais c'est d'être consciente et conscient que il y a des pressions pour performer autrement ou pour... on parlait des pressions gouvernementales ou des redditions de comptes et tout ça. Puis... dans les mouvements communautaires, là, que le fait que le processus est aussi important que les fins, bien, il faut aussi, donc, on s'assure. Évidemment, on veut des résultats. On veut aussi faire des choses, d'autres choses. Mais c'est important de comment on le fait. Là. Oui. Puis un des privilèges qu'on a dans le communautaire qu'on connaît le mieux, c'est le fait d'être financé par le gouvernement de manière récurrente. Puis ça, c'est un privilège qui n'est pas donné aux groupes qui ont émergé dans les dernières années. Puis on avait un jeune groupe, justement, qui était là puis qui disait à quel point, en tout cas, on a vu son chemin pour réussir à obtenir un financement à peu près stabilisant. Ça prend des années, ça prend de l'engagement, ça prend de la patience, ça prend des contacts, ça prend, je veux dire, depuis 20 ans, la politique a été adoptée. On est tous embarqués dans la politique parce que ceux qu'on se connaissait autour de la table, puis on est restés les mêmes. Et depuis 20 ans, il y a absolument, c'est très difficile d'entrer dans le milieu puis d'être financé à sa pleine, d'être financé à la mission, là. Donc ça, je pense que c'est un obstacle important aussi pour entrer en contact avec les groupes qui sont situés plus en marge de notre réseau plus institutionnel. Dans l'atelier sur la crise climatique, là, il y avait vraiment une reconnaissance, évidemment, que la crise climatique, ça a un impact sur tout le monde et c'est important
qu'on y travaille tous et toutes, mais il y avait la reconnaissance que des groupes écologiques, entre autres, sont chroniquement sous-financés. Et il y avait un exemple d'une région qui disait, bien, dans notre région, nous, on a plus d'habilité, nos groupes communautaires organiser telle chose ou telle chose, les groupes écologiques sont moins financés. Fait il y a une façon qu'on peut utiliser nos privilèges du financement pour soutenir des groupes et pour faire le partage des connaissances, des expériences et carrément offrir de soutenir et de faire bénéficier ces privilèges financiers à des groupes qui le sont moins. Il y avait l'organisme Le Son des femmes d'ici et d'ailleurs qui nous expliquait un peu qu'elle prêtait son locaux aussi à des associations dans le quartier, qui prêtait ses locaux dans le quartier à d'autres associations qui n'avaient pas les moyens d'avoir un local, donc se réunissaient chez elle le soir, les fins de semaine. Donc, c'était grandement apprécié. Et c'est ça aussi, tisser ces solidarités-là. Et c'est intéressant parce que tantôt, Manal, tu nous demandais quelles sont les pratiques aussi qu'on pourrait mettre en place ou qu'on a apprises au cours du forum. Puis ça fait écho au par, pour et avec qui a été abordé beaucoup par des organismes alternatifs en santé mentale. On a vu l'exemple du rebond puis du fort à Sherbrooke et puis qui nous disait le par pour les groupes marginalisés, les personnes. Mais le avec, c'était le fait d'aller tisser des solidarités avec les communautés, faire des choix. Donc, avec d'autres gens pour soutenir des luttes ou venir appuyer nos luttes. Donc, c'était intéressant de voir comment on était capable de pérenniser cette pratique-là dans le financement à la mission, tu sais, parce que ça prend plus de temps. Donc, est-ce qu'on est capable de défendre cette façon de faire-là, du par, pour et avec, qui n'est pas dans des résultats concrets, qui n'est pas mesurable, qui n'est pas directement tangible et qui parfois est remis en question par les bailleurs de fonds parce qu'ils veulent avoir des résultats, que leur argent percole, hein, que ça paye donner dans le communautaire. Donc, c'est intéressant de rester ancré. Puis je pense que c'est politiser notre action aussi, de rester collé à qui on est, à nos façons de faire, qui ont des effets à long terme. On le sait, c'est prouvé. On a des recherches qui le démontrent. Donc, je pense que le par, pour et avec, c'est quelque chose qu'on doit... mais tout en se disant, qui est ce par, pour? C'est peut-être sortir des sentiers battus puis de voir qui a besoin, qui est la communauté à laquelle notre mission répond. Qui est là actuellement? Il y a des questions à se poser. Et ça fait du sens, quand tu parlais, Valérie, de sortir de la théorie, aller vers la pratique. Alexandra Pierre, elle nous a exposé l'intersectionnalité, ce grand concept mathématique presque, mais au contraire, de montrer ce qu'elle a appelé la praxis. Donc, ce mélange de théorie et pratique. Oui, aller lire des ouvrages sur l'intersectionnalité, la théorie, mais aller lire les vécus, par exemple, des femmes noires, aller lire les luttes des femmes autochtones, aller plutôt lire ce type d'ouvrages-là, de récits-là pour alimenter nos luttes, puis peut-être changer nos revendications, changer le cap de nos revendications. Elle appelait ça le changement de paradigme. C'était porteur. Quand tu parles du par pour et avec, et c'est qui ce par pour et avec-là? Je ne sais pas si vous autres, dans les autres activités, vous avez beaucoup parlé de la pandémie ou pas. Là, c'est sûr qu'on a écœuré d'en entendre parler, mais on sait que ça a un impact actuel et qu'on a toute la question de l'après-pandémie et tout ça. Mais je pense qu'il y a une occasion aussi dans ce contexte de pandémie-là en fait, il y a un danger qui est le repli sur soi, vraiment sur soi, sur nos communautés, je suis 100% pour l'achat local et tout ça. Et il y a un danger de glissement de ne penser qu'à nos communautés, nos quartiers, nos quartiers, nos villes et le Québec, et dans le sens que c'est sûr que moi, j'arrive aussi avec des lunettes de la solidarité internationale, mais la pandémie, on a vu l'interdépendance des peuples et avec la crise écologique et climatique, on voit l'interdépendance sur le vivant en général, là, et il y a une occasion dans la pandémie de nous aider à, oui, continuer à travailler dans le local, travailler dans les communautés là où on œuvre, mais avec une perspective de
que avec qui ou le par pour, et c'est aussi dans une perspective planétaire et non pas juste par rapport. Donc, on parle d'intersectionnalité par rapport à des personnes marginalisées chez nous ou ailleurs. Il faut être le plus inclusif possible, mais aussi avec une vision qu'on est interrelié, on est interdépendant. Et la pandémie, quel exemple de cette interdépendance. Mais la pandémie a aussi démontré autre chose, c'est-à-dire qu'on a une résistance naturelle au changement en tant qu'être humain qui s'est manifestée par un statu quo qui dure depuis longtemps. Et là, la pandémie est arrivée comme une rupture et a prouvé que du jour au lendemain, on pouvait apporter des changements, on pouvait changer notre quotidien, on pouvait prendre des nouvelles mesures, appliquer des nouvelles façons de faire. Et là, tout à coup, des personnes handicapées, par exemple, qui se faisaient refuser un emploi parce qu'il fallait être là en présentiel, pouvaient le faire à distance. Tout à coup, c'était possible de faire de la conciliation famille de meilleure façon, etc. Donc, il y a des obstacles artificiels qu'on se met dans la société qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est quoi ces obstacles-là dans le milieu communautaire? Parce qu'on sait que le sous-financement est un obstacle énorme, le fait de ne pas avoir de ressources pour faire ces changements-là nous met des freins dans les objectifs d'avancer. Mais c'est quoi ces autres obstacles-là? Parce que là, justement, on a tiré ces principes-là des 3 jours du forum, de qu'est-ce qu'on devrait mieux faire. Mais est-ce qu'il y a des obstacles dans l'action communautaire qui sont là, mais qu'on voit comme étant plus gros que ce qu'ils sont réellement et qu'on pourrait changer? Bien, moi, je pense que déjà, quand on parle, t'en parlais tantôt, Marie-André, les bailleurs de fonds, comment ils nous perçoivent comme organismes communautaires. Puis je pense que la crise, la COVID a amené cette vision-là encore beaucoup plus loin, une vision plus utilitaire des organismes communautaires. Puis ça touche beaucoup à notre autonomie. Donc, un des obstacles majeurs qu'on voit, puis on le voit à travers toutes les histoires là, que j'entends, c'est vraiment comment l'autonomie peut être touchée à différents endroits, menacée, atteinte par différents bailleurs de fonds ou partenaires, ou, tu sais, c'est l'enjeu, parce que, bon, il y a différentes dimensions à l'autonomie, mais quand on parle d'autonomie en action communautaire autonome, on parle surtout d'autonomie politique, le droit de pouvoir critiquer l'État, même si on est financé par l'État. C'est ça, dans le fond. L'État nous finance pour faire de la transformation sociale, puis nécessairement, on doit critiquer certaines politiques publiques pour faire avancer les choses. Fait que pour moi, un des obstacles majeurs, c'est vraiment d'être capable de garder cette autonomie-là réelle face aux bailleurs de fonds. Puis on a des pressions énormes, puis les pressions vont venir, là, parce que la pandémie, elle a commencé, mais la pandémie, elle va se poursuivre. La pression va se mettre sur nous, les organismes communautaires, pour ramasser les pots cassés, là, au niveau de la pauvreté extrême, etc. Fait que ça va être un enjeu. Il va falloir se tenir ensemble, tout le monde ensemble, pour être capable de garder cette autonomie-là, pour être capable de faire notre travail d'éducation populaire, pour être capable de faire notre travail de défense de droits, pour être capable de faire notre transformation sociale, puis de changer, de continuer à changer les choses. Oui, puis moi, je pense qu'un autre obstacle, clairement, c'est la volonté politique et la vision politique là, de l'après-pandémie et tout ça. Là. Je veux dire, je pense que c'est clair qu'on ne veut pas un retour à la normale. Il faut utiliser cette occasion-là comme pour carrément changer de système et tout ça. Et la survie de tout le monde et la planète, il en dépend. Moi, j'ai des affaires, tu sais, les apprentissages. Là, moi, j'ai appris dans le balado sur plus le volet de l'influence sur l'Assemblée nationale, là, qu'un des outils qui a été suggéré. Le courriel. Oui, le courriel. Oui, le courriel. J'en reviens pas. Que les commissions parlementaires, en ACA, on est habitués à faire des mémoires puis à se faire entendre en commission et tout ça, mais que tu peux envoyer un courriel directement au secrétariat de la commission et ils sont obligés, sans le filtrer, de l'envoyer à tous les membres de la commission et que le privé l'utilise au bout et que le communautaire, on n'utilise pas ce moyen-là de bombarder de courriels. Ils sont obligés, dans les commissions parlementaires, de faire ça. Fait que ça, c'était un moyen que tu dis, OK, mais si on veut influencer le politique, c'est un autre outil qu'on utilise moins ou des choses comme ça. Mais c'est clair que il y a des obstacles de vision politique gouvernementale importantes aussi. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles pistes de réflexion que vous avez tirées de vos trames, des réflexions par rapport aux trames? Est-ce que ça a mené vers des nouvelles pistes de réflexion? Bien, moi, je pense que ça a renforcé plutôt une posture.
une posture combative à quelque part, une posture que peu importe les obstacles qu'on va avoir devant nous, faut maintenir notre posture combative absolument pour être capable de continuer à faire notre travail de transformation sociale. Je pense que ça a plutôt renforcé quelque chose, moi, à travers toutes les expériences qui nous ont été partagées. Entre autres, je parlais de l'autonomie, mais tout l'État qui est en train de dédoubler ce qu'on est en train de faire avec des services publics. Ça vient toucher à nos pratiques, ça vient toucher à notre autonomie. Donc, ils financent à grands frais des services qu'on offre déjà, nous autres, sur le terrain, à petits frais. Donc, c'est extrêmement frustrant pour les organisations que les PPP sociaux continuent à s'installer comme ça, puis à venir siphonner un petit peu leur expertise, puis les reproduire après ça dans le réseau public à grands frais. Là. Ça, c'est, mais je pense qu'on, face à tous ces obstacles-là, on doit maintenir la posture puis rester ferme dans nos revendications. Je pense qu'il y a en tout cas dans plein d'activités, il y a des grands questionnements qui sont ressortis, puis les gens qui présentaient n'avaient pas nécessairement toutes les réponses, mais au niveau de la mobilisation, je pense qu'il y a eu des réflexions intéressantes de se demander c'est quoi les obstacles à la mobilisation, puis est-ce que d'une certaine manière, se dire toujours que c'est difficile la mobilisation, qu'on a des obstacles à la mobilisation, que c'est dur, dans mon groupe, ça marche pas la mob. Est-ce que ça, c'est même pas devenu une sorte d'obstacle? Dans le fond, est-ce qu'on est un petit peu fataliste sur cette question-là? Puis l'atelier sur la diversité des tactiques, c'était intéressant parce qu'on se rappelait qu'il y a plein de moyens d'agir, d'être ensemble collectivement, d'être dans l'action à différents niveaux. Donc, souvent, on s'imagine les actions comme la grande manifestation à 500 000 personnes, mais il y a une diversité de choses qui sont disponibles et qui permettent d'inclure aussi des gens qui ne sont pas nécessairement rejoints par tous les types d'actions, que ce soit la manifestation ou les blocages et tout ça. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de réflexions intéressantes là, sur la mobilisation, puis qu'on a à se questionner aussi dans le futur sur la place que ça a dans nos organismes, puis comment on met ça de l'avant, puis comment on est créatif là-dedans, parce que c'est une de nos forces. Des fois, je pense qu'on l'oublie, puis je pense qu'à travers la pandémie aussi, notre sentiment que c'est une force a été un peu affecté, puisqu'on a de la difficulté à se sentir ensemble là, avec toutes les mesures et tout ça. Mais pourtant, il y a des groupes qui ont fait des choses intéressantes. Les étudiants ont fait des actions physiques, mais distanciées. Il y a des groupes qui ont fait des drops de bannières. Il y a des groupes qui ont fait des rassemblements virtuels, des choses en plus petits groupes. Donc, je pense qu'il y a plein d'exemples intéressants. Puis c'est une force qu'on a. On doit se le rappeler. Puis on doit l'exercer, cette force-là, parce que c'est quand même un muscle qu'on doit garder entraîné, je dirais, pour continuer à aller de l'avant vers notre projet de société, puis de construire un rapport de force aussi pour, j'allais dire l'imposer, mais oui, imposons notre projet de société, on sait qu'il va être meilleur puis plus juste pour tout le monde. Puis juste rapidement, cette besoin d'optimisme, dans le fond, là, de contrer l'obstacle qui est nos propres cynismes. Je pense qu'hier, à l'activité avec Lauren Gay puis Cédric Gray-Lehoux, c'était parlant, là, l'idée. Moi, ce que je retiens, entre autres, c'est qu'il faut le prendre historique. Et historique, que peut-être qu'on ne verra pas les fruits de nos luttes, puis aussi s'inspirer de la vision autochtone des 7 générations avant et après, là, je pense, pour garder cet espoir-là puis cet optimisme-là que ça vaut la peine de se mobiliser, là. Moi, je vais prendre l'optimisme des invités, des panélistes que j'ai écoutés parce que moi, je suis un peu pessimiste, en fait. Là, par rapport, moi, c'était beaucoup sur les pratiques internes, les discours que vous avez rapportés, c'est beaucoup sur l'externe, puis on va se mobiliser contre l'externe, on va demander des changements systémiques, le gouvernement doit nous entendre, doit faire sa job. Mais moi, les réflexions que j'ai eues là, pendant 2 jours, c'est à l'intérieur de nos organismes, qui a le pouvoir? Vraiment, qui a le pouvoir? Et quand on disait faire de la place, tantôt, pour être inclusive, bien, des fois, ça veut dire laisser sa place. Et ça, c'est très inconfortable. C'est très, très inconfortable. Donc, je pense que, tu sais, j'ai eu des questions. Est-ce que j'aurais pu laisser ma place? Est-ce que j'aurais dû laisser ma place? Est-ce que je dois laisser ma place? Mais pour moi, c'est bien de faire des solidarités, de se mobiliser. Mais il faut aussi voir qui est à l'intérieur de notre mouvement. C'est correct d'appuyer, d'aller vers l'externe, mais à un moment donné, il faut se ramener à l'intérieur puis de dire
quels sont les changements systémiques que je fais à l'intérieur de mon organisme, qui j'embauche. Il y a un exemple qui est survenu dans les échanges, c'est la question du ratio dans une équipe de travail. Tu sais, ça m'a un peu déstabilisé, cette question de ratio, de dire X travailleuses issues de l'immigration ou X travailleuses racisées ou à la croisée d'oppression. Ça chemine, mais je me dis, à l'Assemblée nationale, les groupes de femmes, on demande la parité, on demande même des quotas, certains groupes demandent des quotas. Fait que je me dis, pourquoi j'ai été ébranlée comme ça quand j'ai entendu l'idée que dans mon organisme, je pourrais envisager de mettre un ratio? Parce que je pourrais potentiellement ne pas être à l'emploi, à cet emploi-là du moins. Donc, mais je pense que les réflexions que j'ai eues, c'est là, il va falloir, après le forum, vivre dans cet inconfort-là. C'est correct le processus, c'est correct le temps, mais il faut aussi un élément déclencheur. Et pour moi, là, je suis en plein dans cet élément déclencheur-là, cet inconfort-là qui va, je l'espère, nous amener, oui, à créer des alliances, des solidarités, à revoir nos luttes, mais aussi à revoir nos façons de faire, à diversifier nos memberships. C'est juste, ça va juste co-construire cette histoire-là, ça va l'enrichir. Puis là, on va vraiment incarner notre projet de société, je pense. Il y a forcément de l'inconfort dans le changement. Quand on n'est pas inconfortable, finalement, on ne change pas parce qu'on reste dans l'habitude, on reste dans ce qu'on connaît déjà. Et tantôt, Nancy, tu disais que tu as peur que l'après-pandémie soit une période de repli, qu'on se replie sur nos communautés, sur nos villes, qu'on ait moins une vision globale, une vision vers l'autre. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous craignez qu'il y ait un fort souhait de retour à l'avant dans l'après, parce qu'on a manqué de contact humain, parce que, à quelque part, malgré toutes les injustices et toutes les imperfections du monde d'avant, on y a trouvé, quand on est privilégié, une place et on a construit cette place-là et on s'est attaché à cette place-là. Est-ce que vous avez peur que dans l'après, quand les mesures seront levées, quand la vie normale, entre guillemets, sera revenue, naturellement, on va revenir vers des positions où les privilèges demeurent des privilèges, où les oppressions demeurent les oppressions, puis la vie continue comme ça? Absolument. Je veux dire, absolument, cette peur-là, c'est clair. Et c'est là que nous, on rentre en ligne de compte. Et les autres mouvements, là, qu'il faut... c'est pas un retour à la normale et c'est pas juste une relance, là, c'est une refonte, une reconstruction qu'il faut mettre de l'avant de comment faire autrement parce que c'était pas soutenable avant, là. Je veux dire, c'était pas durable, notre mode de vie planétaire avant. Et c'est quoi nos responsabilités au Québec par rapport à ça? Fait que c'est clair pour moi qu'il faut... il faut contrer ça, puis ça fait partie de la job déjà, là. Puis il y a déjà des coalitions et du monde qui travaille là, sur comment s'assurer que ça ne soit pas un retour, mais que ça soit une reconstruction, une co-construction vers autre chose. Ça me fait penser à la question du repli, puis le avant, après, pendant. Ça me fait un peu penser à la non-mixité aussi. Je dis pas que la non-mixité est un repli sur soi, mais je pense qu'il y a des liens à faire qu'un moment, des gens qui n'ont pas été écoutés, qui n'ont pas été entendus, vont se replier sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, et vont créer ces espaces non-mixtes qui sont libérateurs. En fait, on a eu des témoignages de dire « ça m'a sauvé la vie d'avoir ces espaces non-mixtes-là parce que je ne suis pas entendue ailleurs ». Donc, je ne sais pas où je me situe par rapport au repli. Je pense que ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être un tremplin vers autre chose, mais que parfois le repli est nécessaire pour aller vers autre chose. Puis qu'on peut avoir un mélange de cette mixité, puis d'espace mixte, puis non mixte à certains moments. Puis qu'est-ce qu'on tire comme projet de société de toutes ces grandes idées-là? Comment on les merge, excusez l'anglicisme, ensemble pour créer un projet de société? Comment vous l'imaginez? Bien, je pense que là, rentre en ligne de compte le temps, la notion de temps puis d'énergie. Je pense que ce projet de société-là, il a fleuri, il a été beau. Je pense qu'il faut maintenant l'entretenir pour qu'il prenne racine et donc d'avoir des racines solides
sais, mettons, à l'essence même des enjeux vécus par les groupes marginalisés. Et je pense que de là, on va avoir un projet de société solide. Si on écoute ces voix qui se replient en espace non mixte par la force des choses, on pourra donc avoir ce projet de société-là fleurissant et épanoui. Mais... Puis moi, j'ajouterais, si je peux, que depuis que je suis dans le communautaire, là, on parle d'un projet de société, notre projet de société. Je pense que c'est nos projets de société et où c'est notre projet de société, mais qui doit évoluer. Moi, le projet de société que j'ai pour le Québec aujourd'hui, c'est pas le même que j'avais il y a 30 ans. Fait qu'il y a quelque chose, et il doit continuer à évoluer. Et plus qu'on met au centre les personnes marginalisées, plus que ce projet-là va et doit changer. Puis j'aime beaucoup les notions, quelqu'un m'a parlé de la notion d'inclusion, c'est une chose, mais la notion d'expansion, c'est d'autres choses. Puis j'ai envie que ce projet de société prenne de l'expansion à la rencontre et l'input réel là, de personnes de toutes sortes de marges. Fait qu'il y a un projet de société aussi à continuer à bâtir, pas seul et de façon décolonisée et en tout cas. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a 20 ans, notre projet de société, ou il y a 30 ans, bien, c'était, par exemple, les droits un après les autres. Hein, on les envisageait vraiment comme étant un après les autres, alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas de même ça marche. C'est comme les droits sont interreliés, nos causes ensemble sont interreliées, nos organisations. Si on veut faire avancer un grand projet, puis où est-ce que puis une grande société où est-ce que les droits sont respectés, bien, tout est interrelié à quelque part. Puis je pense qu'on a un rôle à jouer aussi au niveau de la transmission des connaissances. T'sais, on parlait, nous autres, dans notre trame de la relève, comment doit se faire la transmission des connaissances? Est-ce que ça doit être un... Tu sais, il faut... En fait, on peut absolument pas envisager que ce soit un top-down, que les gens qui sont là depuis longtemps transmettent leur sagesse et leur connaissance. Je pense que oui, il y a un peu de ça dans la transmission des connaissances, mais c'est un échange aussi, parce que la relève va nous amener des façons de faire, des façons de changer de l'intérieur de notre mouvement. Puis ça, il faut leur faire confiance. Il faut partager la transmission de connaissances. La relève arrive, c'est un échange de part et d'autre. Sinon, bien, on va rester dans nos pratiques. Puis il faut absolument faire confiance à cette relève-là qui arrive avec des convictions, puis des nouvelles pratiques. Moi, je pense qu'il faut se faire bousculer par cette relève-là. Il faut se faire brasser, dépoussiérer un petit peu pour réussir à avancer là-dedans. Sinon, on n'y arrivera pas parce qu'on va toujours tourner en rond dans nos pratiques. Et la relève n'est pas que des jeunes. Hein? Absolument. C'est aussi des personnes qui ont été traditionnellement exclues de nos mouvements, Absolument. qui peuvent avoir n'importe quel âge et toutes sortes de... Mais la relève Oui, de d'autres types de réalités. Tout à fait. Oui, puis qui a l'information, c'est une source de pouvoir aussi, l'information. Fait qu'on se disait aussi, mettre par écrit les choses pour laisser des traces, puis que tout le monde ait accès à ces informations-là, puisse les approprier. Parce que sinon, si tout est dans la tête des gens qui vont prendre leur retraite ou s'en vont, bien, c'est pas juste une passation des savoirs, c'est quelque chose qui va se perdre. Puis qui revenait dans tout ce que j'ai visionné sur la relève, comment s'informer, googler. Vous avez juste à googler, là, tout est là. Tout est disponible sur le web. Puis aussi, pour ne pas instrumentaliser les personnes, de dire « Ah, je m'intéresse aux enjeux sur le racisme, qu'est-ce que je devrais lire? » Google racisme, tu vas avoir un paquet d'affaires. Après, fais la part des choses, mais tu vas avoir l'information qui était là. Fait que je pense qu'il y a la relève, mais il y a aussi, quand la relève arrive, on doit s'informer. Donc... Oui, on parlait beaucoup d'espace de dialogue, justement, pour échanger entre le savoir peut-être plus expérientiel, puis qui peut provenir de toutes sortes d'âges, puis le savoir un peu plus théorique aussi. Donc, comment on fait pour créer ces espaces de dialogue-là, pour être capable de s'échanger ces savoirs-là qui sont différents, mais qui sont complémentaires? Là, c'était très, très intéressant. Puis Caroline, tout à l'heure, tu parlais du rôle souvent utilitaire que les bailleurs de fonds vont accorder à la mission communautaire. Et est-ce que c'est difficile ensuite de concilier le rôle de transformation sociale de l'action communautaire quand elle est justement toujours ramenée à son rôle utilitaire? Comment on fait pour garder présente et vivante au quotidien ce rôle de transformation sociale-là de l'action communautaire?
Mais on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a des choix à faire dans les organisations. Puis on parlait tout à l'heure de prendre le temps, le processus. C'est sûr qu'on est dans un tourbillon de services. Puis tu sais, les services dans le communautaire, on les offre, puis on les fait très bien. Sont excellents. Les services qu'on offre sont alternatifs, ce qui veut dire qu'on n'est pas là pour remplacer l'État, on est là pour offrir une autre offre de services. Ça, c'est très important. Mais comment on fait après ça pour transposer ce que les gens vivent, ce qu'on remarque dans les services, ce que les gens vivent dans la transformation sociale puis dans le travail politique, bien ça prend du temps. Puis il faut se laisser cet espace-là dans nos plans de travail. Il faut se laisser cet espace-là dans nos vies associatives pour réfléchir puis pour se mettre en action. Puis le forum des 3 derniers jours, c'est un peu ça qu'on voulait réfléchir aussi. C'est comment on se remet en action au niveau de la politique, de la transformation sociale. Comment on peut mettre le focus là, sur les actions politiques dans le milieu communautaire, malgré le fait qu'on a des pressions pour offrir de plus en plus de services auprès des populations qui ont de plus en plus de besoins. Puis on va le voir avec la pandémie, comment ça va être difficile. Donc, il va falloir trouver des moyens. Là. Comment on fait pour politiser notre action dans un contexte où il y a tellement de détresse? Puis je pense qu'il y a beaucoup de groupes communautaires qui offrent des services, ils ont un volet éducatif, un volet action collective, il y en a plusieurs. Et presque tous les groupes sentent que le volet service prend de plus en plus et comment vraiment, comme groupe, se tenir debout pour dire non, l'éducation populaire qu'on fait, les actions collectives qu'on mène sont aussi importantes que nos services. Et ça prend à la fois des groupes qui se disent, bien, on va être obligé de limiter les services parce qu'on doit aussi faire les autres choses. Et ça prend aussi des actions concertées au niveau politique pour contrer les pressions qui viennent du gouvernement, entre autres, que les organismes communautaires soient des dépotoirs de prestations de services ou de, je sais pas, là, en tout cas, des services qui devraient être offerts par d'autres. Il faut dire non. Il faut dire non aussi. Il y a des choses qu'on ne fera pas. C'est pas à nous de faire ça. Et donc là, on se rassemble et on fait pression envers le gouvernement. Il y a des choses, tu sais, quand on nous menace, on va vous donner plus de financement si vous faites ça, ça ou ça, bien, on comprend que les besoins sont là, mais c'est pas à nous de faire ça, c'est pas notre mission. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, que cette mission-là a été déterminée par une communauté aussi et qui doit être au cœur des décisions qu'on prend. Puis quand on parle des décisions, il y a aussi tout un travail d'éducation puis de sensibilisation des conseils d'administration qui en veulent des services, là, puis qui sont là pour avoir développé les services. Donc, c'est tout un travail aussi de sensibilisation puis de compréhension de ce que c'est que l'action communautaire autonome. Puis de plus en plus, on voit les conseils d'administration se professionnaliser, par exemple, avec des gens d'affaires qui arrivent avec toute la bonne volonté du monde, mais qui arrivent avec d'autres visions du monde que les nôtres. Puis c'est vraiment toute une confrontation, des fois, qui se passe là, dans le mouvement au niveau de la vision de ce que c'est que l'action communautaire autonome. Je pense que ça revient un peu à notre vision radicale, à notre analyse des choses, tu sais, dans le fond. Puis quelqu'un, dans un déclavardage, je me souviens plus de l'activité ni du nom de la personne, mais quelqu'un mentionnait que les gens, ils n'ont pas des besoins. Bien, oui, ils ont des besoins, mais ils ont des droits. Puis ces droits-là, ils ne sont pas respectés. Donc, garder aussi notre analyse que, dans le fond, il faut défendre les droits, parce que sinon, notre objectif, finalement, ça serait de plus exister un jour, ou en tout cas de plus être nécessaire d'une certaine manière. Mais si on est toujours dans les besoins, on ne transformera jamais la société. Donc, comment on peut alimenter cette transformation sociale-là plutôt que de pallier au gouvernement qui nous a jeté, ton analyse de poubelle ou de dépotoir, mais qui nous a toutes transmis ou délesté ses responsabilités. Tout à fait. Puis... non. J'ai une question du public. Caroline de changer d'idée finalement. J'ai des questions du public qui commencent à rentrer. Mercedes, Robert, on commence avec une controverse. Suis-je la seule à avoir été déçue par l'absence de contenu du message du ministre Jean Boulet en ouverture? Il n'a même pas donné d'indice quant à la sortie du PAGAC. Bien, les indices au niveau de la sortie du PAGAC, on les a, c'est au printemps. Bien, bon,
un mot du ministre, c'est un peu toujours un peu la même chose. Là. C'est un mot un peu plus protocolaire. Fait que oui, c'est sûr que dans une vision militante, ça peut être décevant, mais en même temps, le ministre est venu nous appuyer dans nos réflexions. Donc, tu sais, je suis un peu... Ambivalente? Ambivalente, disons, oui. Les autres, vous vous prononcez pas? mais en fait, je pense que la colère est légitime parce qu'on a des grandes attentes et que ces attentes-là sont rarement comblées. Donc, je pense que c'est tout à fait justifié d'avoir eu ces attentes-là et de se voir déçu, voire même en colère par rapport à nos élus et par rapport aussi à un secteur qui, tu sais, si on le ramène à des chiffres, qui emploie beaucoup de gens, qui est un moteur économique aussi de la société québécoise. Fait qu'on se demande à quel point est-ce que c'est valorisé par les gouvernements en place. Fait que j'accueille ta colère, Mercedes. Et un secteur qui a été, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a enregistré là, quand le premier ministre a dit qu'on était des services essentiels, les groupes communautaires, au printemps dernier. En tout cas, il y a à une des nombreuses conférences de presse. Là, fait qu'il y a aussi, essentiel, mais on ne remplace pas les services publics et les programmes sociaux. Exactement. Mais il y a comme un glissement des fois dans le discours du gouvernement avec « vous êtes essentiel là, à faire attention Oui. Puis c'est vrai ce que tu disais, Marie-André, on a tellement d'attentes parce qu'on a tellement de rattrapage à faire dans le communautaire au niveau du financement, de la reconnaissance, de l'autonomie. On a beaucoup de travail à faire, puis c'est sûr qu'on a des grandes attentes. Fait que de ne pas avoir d'indices sur vers où on s'en va, puis on a peur d'être déçus. Là. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec le gouvernement pour bâtir un plan d'action. On a participé là, en grand nombre à leur consultation. On a embarqué là, à fond la caisse dans la consultation. Puis c'est un peu épeurant. On va voir le budget demain. On va essayer de trouver des indices, mais on a peur d'être déçus parce qu'on a tellement des grandes attentes et des grands besoins. Il y a un chemin à faire du côté politique entre la reconnaissance et la valorisation de l'action communautaire. J'ai une autre question ici de Hind du Centre de formation populaire qui demande « Est-ce qu'on ne prêche pas à des convertis en ce moment dans toutes nos réflexions et souhaits? Faut-il, et si oui, comment rallier les autres organismes communautaires hors de l'action communautaire autonome? » Marie-André, moi, c'est la grande réflexion que je me suis posée aussi à travers le forum, de dire, est-ce qu'on est entre nous, qui a été invité au forum? Heureusement, on a donné de la parole à des groupes marginalisés, mais qui sont les groupes d'action communautaire autonome qui actuellement font partie de nos rangs, avec qui on milite quotidiennement? Il y a d'autres... Tu sais, qu'est-ce qu'un organisme d'action communautaire? Est-ce qu'il faut avoir du financement à la mission pour être dans les rangs de l'action communautaire autonome? Là, vous allez me dire, ben non, on accueille tout le monde. Mais dans les faits, une de nos grandes actions, c'est la reconnaissance et le financement. On est moins sur les pratiques de l'action communautaire. On travaille plus au niveau sectoriel, cet aspect-là. Mais la question demeure, comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller accueillir d'autres groupes qui sont probablement fort différents de notre conception actuelle de comment c'est institutionnalisé, l'action communautaire autonome? Comment est-ce qu'on fait pour inclure des associations, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour inclure des groupes citoyens? Est-ce qu'on est prêt à jouer sur certains aspects? Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber certains privilèges pour pouvoir accueillir ces groupes-là au sein de nos rangs? Je pense qu'il y a des questions à se poser fondamentalement sur qui compose le mouvement d'action communautaire autonome. Puis il ne faut pas juste les inviter à venir aussi. Il faut leur donner une vraie place, dans le sens qu'il faut laisser sa place à ces organisations-là, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire à l'intérieur de notre mouvement pour être capable d'accueillir adéquatement les groupes qui sont en marge actuellement. Donc, gros travail de sensibilisation à faire dans notre propre gang. Puis en dehors de justement cette gang-là, comment on fait pour ne pas prêcher à des convertis? Comment on fait pour sortir le message hors des cercles déjà mobilisés, déjà sensibilisés, déjà au courant de ces problématiques-là? Est-ce qu'il y a un enjeu de communication avec le monde externe, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une gestion de l'image publique de l'action communautaire qui est à réviser ou à réformer ou à bonifier?
Bonne question. Une grande question. Non, mais On va revenir après la pause publicitaire. c'est sûr qu'il faut, il faut sortir du cadre habituel. Il faut, je pense que nos 8 à 12 critères de l'action communautaire autonome là, sont bien malléables. Je veux dire, sont assez larges et inclusifs à la limite, ces critères-là. Si c'est juste ces fameux critères-là pour être un groupe d'action communautaire autonome, ben, il y a bien une gang qu'on pourrait aller chercher dès demain matin, tu sais. Puis je pense qu'il faut aller, là, il faut faire un pas pour aller les chercher parce qu'ils n'ont jamais été invités. Là, il faut aller les chercher, il faut écouter, il faut voir c'est quoi leur pratique à ces groupes-là. Puis pour réaliser que probablement ça rentre dans nos façons de faire et donc aussi se poser des questions sur qui on aide à aller chercher un financement, qui qu'on a backé toutes ces années-là pour aller chercher le financement à la mission. Tu sais, il y a quand même des questions, puis on le sait, c'est les groupes à la croisée d'oppression qui ont moins de financement, qui sont pas organisés comme des groupes financés. Donc, il y a vraiment un reach-out à aller faire, je pense, pour changer nos façons de faire, changer l'image, la couleur du mouvement d'action communautaire autonome. Puis c'est pour ça dans le prochain plan d'action gouvernementale, ce qu'on a demandé, puis qu'on a beaucoup insisté, puis que ça fait partie de nos priorités, c'est d'être capable de se doter d'un mécanisme pour accueillir des nouvelles initiatives. Parce que là, depuis 20 ans, la politique est adoptée, mise en œuvre. Il y a comme eu un moratoire fantôme sur l'accueil des nouveaux groupes. C'est extrêmement difficile à percer. Maintenant, on ne peut plus vivre ça parce que les initiatives citoyennes, ça nous permet de développer notre mouvement communautaire puis d'accueillir cette diversité-là. Donc, il faut absolument avoir un mécanisme de reconnaissance, un mécanisme qui va permettre à tous les ans d'accueillir des nouvelles initiatives. Pour moi, ça peut aider là, à enrichir notre mouvement. Je pense que ça revient peut-être un peu à ce que tu mentionnais souvent, c'est sortir de notre zone de confort aussi, parce qu'en attendant ce processus-là, il y a aussi de créer des ponts, de faire des alliances, OK, on veut faire une mobilisation sur tel enjeu. Ah, bien, il y a tel groupe citoyen qui travaille là-dessus. Est-ce qu'on travaille ensemble, même si, puis justement, d'aller au-delà de nos pratiques différentes ou de justement, essayer de s'asseoir ensemble puis de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble puis construire quelque chose co-construire quelque chose de différent que ce qu'on est habitué en quelque sorte. Donc, sortir de cette zone de confort-là, peut-être, dans ce reach-out là, dont tu fais mention. Là. Oui, parce qu'est-ce qu'il faut attendre le prochain plan d'action gouvernemental? Non, je pense qu'il faut prendre les devants, les initiatives, tu sais, parce que c'est ça le danger de l'institutionnalisation. Si on attend juste que le gouvernement nous dise qu'est-ce que l'action communautaire autonome, je pense que non, il faut sur nos propres bases nous dire c'est quoi qui caractérise notre mouvement, qu'est-ce qu'on veut comme mouvement de l'ACA, au-delà des 8 critères, au-delà du financement à la mission, au-delà de la politique de reconnaissance, au-delà de tous ces mécanismes de reconnaissance gouvernementale. C'est quoi nos mécanismes pour reconnaître les groupes d'ACA? Mais il ne faut pas oublier que ces 8 critères-là, ce pas des critères que le gouvernement nous impose. C'est des critères que nous avons imposés au gouvernement. C'est notre identité qui est à travers ces critères-là. C'est sûr que nous autres, là, il y avait comme 3 pages là, pour expliquer ces critères-là. On est verbeux dans le communautaire et on a des traces de ça, ça fait 3 pages. Puis avec, quand on a bâti la politique, ça s'est transformé en 8 critères pour que ce soit plus facilement, évidemment, là, travaillable là, avec les programmes. Mais il ne faut pas oublier que ces critères-là, c'est nous, là. Hein? C'est pas quelque chose pour accréditer les groupes, c'est pas quelque chose qui vient du gouvernement. On a vraiment fait un travail extraordinaire, à mon avis, pour faire reconnaître notre identité là, auprès du gouvernement à l'époque. Hier, dans la discussion avec Cédric, il parlait du fait que les jeunes autochtones qui militent pour des meilleures conditions ne le font pas nécessairement par une mobilisation militante, par le milieu communautaire, mais des fois par l'art, par la culture, par toutes sortes de moyens qui permettent d'exprimer aussi ces vécus-là, ces expériences et revendications-là. Est-ce que vous trouvez que le communautaire est assez en lien avec ces différentes façons d'exprimer ces revendications, avec les arts, avec la culture? C'est quoi votre vision de cette collaboration-là? Bien, c'est sûr qu'on a un mouvement extrêmement créatif, je pense. Puis on l'a vu pendant la pandémie, à quel point on a réussi
à adapter la façon dont on va rejoindre, pas juste nos services, mais la façon dont on va rejoindre les gens. Puis c'est sûr que, bon, il y a des organisations qui utilisent beaucoup, des milieux d'intervention qui peuvent utiliser beaucoup des méthodes créatives, artistiques, etc. Il y a toutes sortes de lieux d'implication citoyenne dans nos organisations où est-ce que les gens peuvent venir reprendre leur pouvoir, puis venir expérimenter aussi la reprise du pouvoir dans des comités de travail, dans des conseils d'administration. C'est une manière, ça, de reprendre du pouvoir, pas juste dans nos vies, mais dans la société aussi, là, d'avoir une voix dans la société. Fait que je pense que c'est déjà présent puis qu'on aurait avantage à poursuivre dans cette voie-là parce que il faut absolument trouver des manières où est-ce que des endroits puis des manières où est-ce que tout le monde puisse se sentir confortable là, d'exercer ce pouvoir-là. Parce qu'il y a Greta Thunberg, par exemple, qui a réussi à vraiment rallier la jeunesse du monde entier. Quand il y a eu la marche pour le climat, oui, il y avait des adultes, mais ça a été d'abord mené par des jeunes qui ont à cœur l'urgence climatique parce que c'est leur futur, parce que les gens qui décident de l'avenir de la Terre ne seront même plus là pour voir les répercussions de ça. Donc, est-ce que vous pensez que le milieu communautaire fait une place à cette nouvelle génération-là qui justement a une approche différente au milieu communautaire, qui est plus sur les réseaux sociaux, qui va créer des communautés non pas physiques dans une salle, mais des communautés qui dépassent toutes les frontières, qui sont à l'international et qui se concrétisent sur le web pour s'organiser. Par exemple, le mouvement Moi aussi, ça a commencé par ça, par des solidarités internationales. Donc, comment est-ce que le milieu communautaire s'adapte à cette nouvelle vague de militants qui fait autrement? Moi, je pense qu'ironiquement, la pandémie a amené, je pense juste au niveau de la courbe d'apprentissage de Zoom et de techniques et de médias sociaux et de la créativité qu'il a fallu faire preuve comme mouvement communautaire. Je pense que c'est quelque chose que, même si des vieilles matantes comme moi sont juste sur Facebook et pas TikTok et Instagram et whatever, mais quand même qu'on est plus qu'il y a, évidemment, il y a toute une analyse par rapport à qui a accès aux nouvelles technologies et pas, là, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est plus en mesure d'utiliser et de rejoindre des jeunes. Et d'ailleurs, dans nos activités qui ont eu lieu, nos activités d'éducation à la citoyenneté mondiale puis de sensibilisation qui a eu lieu cette année, c'était tout évidemment virtuel. On a rejoint des populations. On a réussi à rejoindre, à la fois d'avoir la participation de personnes de d'autres pays que normalement tu fais venir ou whatever en termes de l'utilisation des nouvelles technologies nous permet la participation de contribution comme panéliste et tout ça, mais aussi d'avoir du monde en Afrique qui écoute nos webinaires ou nos affaires que normalement auraient été juste pour notre quartier. La même chose par rapport à une activité qui se déroule à Rimouski virtuellement permet à du monde d'ailleurs d'y participer. Puis c'est la même chose. Nous, on a vu qu'il y a plus de jeunes qui ont été rejoints souvent par les activités publiques qu'on a faites cette année qu'ailleurs, justement à cause de l'utilisation maintenant. Ça a obligé, en fait, de se mettre à jour au niveau il faut de la continuer, technologie. Là, évidemment, là, à se rajeunir et apprendre et les utiliser et sortir Mais de je pense Facebook. qu'au-delà des outils technologiques, quand on accueille des nouvelles personnes dans nos rangs, je sens qu'il y a un clash entre le passé et le présent. Je sens qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont milité, qui ont mis en place des choses pour qui l'histoire est très importante de raconter fidèlement. Puis parfois, où est-ce qu'on est plus dans l'urgence d'agir, où est-ce qu'on est plus de dire OK, certes, ça existait, mais là, on peut-tu comme aller par en avant maintenant sur autre chose? Comme un clash de culture. Je sens qu'il y a quand même ce clash-là au niveau des idées, au niveau des... en fait, c'est drôle parce que quand tu parlais, Caroline, de cette idée de 3 pages sur les critères, j'ai dit, OK, mais j'ai senti une émotion parce que je me suis dit, oui, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut se donner une actualisation même de nos principes que nous, on a mis en place, certes, mais donc je sens un peu comment est-ce qu'on peut honorer, respecter les luttes qui ont été menées, le chemin qui a été parcouru, mais comment est-ce qu'on peut, sans partir d'un point zéro, mais comment est-ce qu'on peut continuer sans se limiter à comment ça a été fait? En fait, j'ai l'impression qu'on regarde comment ça a été fait, puis on veut continuer.
Mais des fois, on peut faire comment ça a été fait, puis là, on s'en va vers autre chose. Puis c'est correct, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas ce qui a été fait par le passé. Ça veut juste dire qu'on est rendu ailleurs. Donc... C'est d'ailleurs un des points forts hier dans la discussion avec Lorraine et Cédric, le fait qu'ils sont de générations différentes, de cultures différentes, d'héritages différents, mais finalement se recoupaient dans leur vision du monde, dans les priorités qu'ils voyaient, dans l'importance de l'action communautaire. Et mesdames, c'est déjà le temps du mot de la fin. Donc, je vous demande comme question finale, si on se permet de voir grand, quels sont vos souhaits ou vos espoirs pour le mouvement de l'action communautaire autonome, Valérie? Je dirais, on a des belles forces, l'éducation populaire autonome, la mobilisation, l'action collective, qu'on utilise toutes ces forces-là pour essayer de construire des mouvements, non seulement le mouvement communautaire, mais des mouvements sociaux forts, combatifs, parce qu'on a des grands défis qui nous attendent, mais en ce moment, on a des grands défis, puis on en a des encore plus grands qui nous attendent. L'urgence climatique, on a les 10 prochaines années pour changer de cap de manière assez radicale, pour réutiliser le mot de la journée. Donc, je nous souhaite vraiment qu'on capitalise sur nos forces puis pour aller de l'avant tous et toutes ensemble. Merci. Nancy? Moi, ça serait... c'est dur, hein, comment? Moi, je pense pour poursuivre dans le bout de comment continuer à agir pour la transformation sociale, puis agir en solidarité, puis je nous souhaite de vraiment pouvoir nous décoloniser et décoloniser nos pratiques, de décoloniser nos savoirs, nos compréhensions de l'histoire et d'autres, qu'on s'ouvre et se nourrit, pas juste des pratiques de personnes de groupes marginalisés ou de d'autres pays, mais aussi des penseurs, des analyses, de vraiment là, qu'on fasse des bouts de remise en question profonde de nos pratiques pour pouvoir faire autrement, construire autrement et solidairement, et c'est ça, autrement. Merci, Nancy. Marie-André? Oui, je vais vous nommer les 3 conclusions là, de certaines activités auxquelles j'ai participé. S'entourer de paroles diverses, sortir du consensus artificiel et remettre en question nos savoirs. Très bien résumé. Merci beaucoup. Très bref. Caroline? Moi, je commencerai par quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la conférence d'hier, qui était quand même marquante. C'est que quand Lorraine disait, puis ça s'inspirait beaucoup de Cédric, on n'a pas juste le présent, on a le passé aussi, où est-ce qu'on peut, duquel on peut s'inspirer. Cédric ajouterait auquel il faut pour lequel il faut avoir du respect. Puis on a l'avenir aussi. Donc, on n'a pas juste le présent, on a le passé aussi, puis on a l'avenir auquel on peut contribuer. Puis moi, j'ajouterais, on a l'avenir aussi auquel on peut rêver. Puis pour moi, voir grand, c'est rêver notre action communautaire autonome comme on voudrait qu'il soit dans l'avenir, tout en respectant évidemment le cheminement qu'on a fait. C'est de voir loin aussi. Et comme dirait Lorraine, c'est de voir clair aussi. Il y a des obstacles qui nous arrivent. Puis pour ça, pour être capable de faire face aux obstacles, pour moi, il faut demeurer un mouvement combatif, un mouvement qui n'accepte pas les compromis, un mouvement fort de ses solidarités et on le répète, mais un mouvement inclusif, un mouvement diversifié. Pour moi, c'est ça l'avenir du mouvement communautaire. Merci beaucoup, Caroline. Merci, mesdames. C'était très intéressant, très plaisant d'avoir cette discussion en personne, de pouvoir échanger. Et on parlait de décoloniser tout à l'heure. Je pense que c'est d'autant plus important de rappeler justement ce que Cédric disait hier sur les 7 générations avant, les 7 générations d'après. C'est tellement un principe important qu'on devrait non pas s'approprier, mais intégrer en donnant la parole aux communautés autochtones pour justement apprendre d'elles sur cette importance-là de ne pas penser au court terme, de penser aux 4 ans, de penser à seulement des projets qui vont nous amener des votes, des budgets, vraiment avoir un rôle de transformation sociale, un rôle de construction de projets, de société. Donc, merci beaucoup pour votre rapport, c'était très enrichissant. Et merci à vous d'avoir été là. Je vais terminer avec mon mot de clôture. Mon mot, plus 10 000 mots, mais on va y aller. J'ai eu la chance, à travers les balados... Bon, je vais retrouver mon texte.
j'y suis. J'ai eu la chance, à travers les balados enregistrés dans le cadre du forum, les rencontres et les discussions avec les intervenantes et intervenants, d'avoir un accès privilégié au milieu communautaire et à ses multiples facettes. J'ai pensé pour ce discours de clôture résumer les pistes de solutions qui ont été soulevées pendant les derniers jours. Vous avez parlé de s'approprier les luttes, de les incarner, de bâtir des solidarités, de politiser les actions. Vous avez parlé d'inclure, de diversifier, de sensibiliser. Vous avez démontré une fois encore votre capacité de voir grand, de rêver, de vous élever au-dessus du quotidien tout en gardant les pieds bien au sol dans cette réalité complexe et imparfaite qui est la nôtre. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour naviguer ces eaux que vous connaissez infiniment mieux que moi. Alors, de mon parcours parmi vous, je tire de l'humilité et un sens renouvelé de mon devoir de citoyenne et de personne médiatique. Je retiens que vous êtes partout, au cœur de nos communautés, à l'avant de toutes les luttes, à nos côtés à l'avènement de chaque crise. Et en même temps, vous n'êtes nulle part, ni dans les priorités du gouvernement, ni en première page des presses, ni au centre des débats. Et trop souvent, lorsqu'on daigne vous nommer, le manque d'égard se glisse jusque dans le choix de nos mots. On aime dire des groupes communautaires qu'ils font des miracles avec un rien, de la même façon qu'on répète depuis 1 an que des anges gardiens sautent au front contre la pandémie. On se plaît à idéaliser l'intenable et à faire rayonner un faisceau d'admiration autour de l'inacceptable pour se dédouaner de notre complicité dans son maintien. On parle de vocation avec des étoiles dans les yeux pour ne pas faire face à l'épuisement dans les vôtres. Pourtant, la vocation n'est rien de plus qu'une inclinaison, un penchant particulier pour un certain type d'activité, et elle ne vous est pas propre. Les médecins spécialistes n'ont-ils pas une vocation? Et les politiciens? Faut-il leur retirer un maximum de ressources pour admirer ce dont ils sont capables avec le strict minimum? Le fait que leur travail soit essentiel les oblige-t-il à l'accomplir sans juste rétribution? C'est difficile de ne pas dresser un lien entre la précarité dans les milieux communautaires et le fait qu'on assigne historiquement aux femmes le devoir de servir la communauté, au nom d'une mystérieuse prédisposition qu'on aurait pour le don de soi et pour lequel on devrait accepter pour seul salaire la satisfaction du devoir accompli. Et bien qu'il m'arrive de joindre ma voix aux vôtres, de prendre la parole dans les espaces qui me sont alloués pour porter les luttes là où elles sont trop peu entendues, je demeure, comme la vaste majorité de mes concitoyennes et concitoyens, passive face à la négligence dont font l'objet les milieux communautaires dans l'arène politique et sociale. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, a dit Einstein, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. En gardant les milieux communautaires dans un état perpétuel de survie et en allouant au compte-gouttes les ressources, nous créons une compétition artificielle entre les besoins qu'il est immoral de hiérarchiser. Est-il plus important d'améliorer l'accès au logement ou de combattre le racisme? D'assurer une offre de services aux communautés autochtones ou aux personnes trans? De mener la lutte en matière d'urgence climatique ou d'encadrer les besoins des victimes de violences sexuelles? Et comme la carence est généralisée, il semble logique de classer les luttes et d'allouer d'abord des ressources aux besoins considérés les plus criants. Mais on ne construit pas une société plus juste en agissant dans l'urgence. Et pendant que des citoyennes et citoyens tombent dans les cracks qu'on n'a pas les moyens de colmater, l'on se console en se disant qu'on a quand même permis, avec les ressources allouées, d'éviter le pire, d'avoir favorisé le moindre mal. Et chaque fois que j'entends parler de moindre mal, il me revient cette citation d'Hannah Arendt, à l'effet que politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal est que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont quand même choisi le mal. Lorraine Guy disait hier pendant l'entretien sur l'engagement que pour garder du souffle quand on milite, il fallait accepter que les efforts d'aujourd'hui ne porteraient pas fruit dans l'immédiat, et peut-être même pas de notre vivant, et continuer malgré tout d'avancer vers un idéal. L'engagement dévoué malgré le changement timide est une mission difficile à accepter à l'ère de l'immédiateté, où le monde semble capable à la fois de filer à toute allure et de tenir dans le creux de notre main. La foi et la vision que vous incarnez contre vents et marées est une leçon pour l'ensemble de la société. Et le chemin parcouru dans les dernières décennies, avec les moyens toujours limités, témoigne de votre détermination. C'est sans doute en pensant à vous qu'Archimède a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Cette semaine, je disais à l'un des organisateurs du forum « Imagine si le milieu communautaire gérait le Parlement. Ce que ça ferait au statu quo. » Il m'a répondu « C'est sûr que ça brasserait, mais on formerait vraiment beaucoup de comités. » J'ai ri parce que le cliché est délicieux,
mais aussi parce que ça en dit long sur nos structures sociales quand c'est loufoque de créer des espaces consacrés aux échanges. J'évolue dans un milieu médiatique où la tribune est souvent considérée comme un droit plutôt qu'un privilège, alors même qu'elle est octroyée à une élite. Il faut avoir évolué au sein de communautés marginalisées pour comprendre à quel point les espaces de parole les plus importants sont homogènes, difficiles à intégrer et convoyeurs d'abord et avant tout du discours dominant. J'évolue dans un milieu au sein duquel les enjeux de diversité et d'inclusion sont encore naissants, où il est encore normal, au lendemain d'un conflit sur le mot en haine, d'entendre 10 voix blanches exprimer haut et fort leur ressenti pour une seule et timide voix noire qui témoigne de son expérience. Et malgré les efforts sincères déployés par plusieurs pour réformer de l'intérieur un milieu déjà en crise, ces enjeux demeurent encore souvent superficiels. Pour les personnes racisées ou marginalisées, ça veut dire notamment de se faire approcher en se faisant dire carrément qu'on nous sollicite pour ajouter une touche de diversité à une équipe homogène. Pas pour notre parole, notre expérience différente d'une même société ou notre talent, mais pour atténuer le sentiment de culpabilité de la majorité. Du tokenisme bienveillant qui nous réduit à notre plus petite expression et qui évacue complètement le sens profond de la diversité et de l'inclusion. Mais nous continuons d'intégrer ces espaces de parole et de saisir les opportunités de créer un espace médiatique et culturel qui soit plus fidèle à la réalité plurielle de la société, malgré le coût plus élevé de notre parole. Le politique, le médiatique et le culturel ont beaucoup à apprendre du milieu communautaire. Loin d'être parfait ou d'avoir terminé son cheminement en matière de diversité et d'inclusion, le milieu communautaire pave néanmoins la voie de ce changement. Parce que vous œuvrez directement auprès des voix les plus silencées. Parce que vous êtes au premier rang pour constater les répercussions du fait de ne pas être entendu. Vous êtes mieux que nous toutes et tous outillés pour nous guider dans la conception d'une société meilleure. Parce que vous savez qu'inclure et diversifier ne devrait pas être fait dans le but de mieux paraître, mais de mieux faire. Parce que vous savez que c'est la seule façon d'exposer nos angles morts, de prendre des décisions plus judicieuses et de construire une société à la hauteur des idéaux que l'on tient en démocratie. Par, pour et avec, ça mériterait d'être un slogan politique et un projet de société à grande échelle. Et à la lumière des échanges qui ont eu lieu au sein de ce forum, je dois dire que votre position d'allié m'inspire, me touche et libère en moi une décharge qui me donne envie de me tenir la tête haute devant l'adversité, comme vous continuez de le faire, jour après jour, année après année et génération après génération. Vous me donnez envie de rêver plus fort et de voir plus loin. Mais parce qu'il ne suffit pas d'avoir la tête dans les nuages pour avancer, je m'engage comme citoyenne à être votre allié dans mes valeurs comme dans l'exercice de mon droit de vote. Comme mère, je m'engage à transmettre des valeurs de justice sociale et d'utilisation positive et active de nos privilèges pour le bien commun. Comme artiste, je m'engage à utiliser ma voix pour faire écho à la vôtre. Et comme féministe, à ne pas romancer le manque d'égard dont vous faites l'objet en parlant de vocation, de miracle ou de dévouement quand il est question de négligence, d'épuisement ou de manque de reconnaissance de vos compétences professionnelles. Le temps n'est plus aux solidarités discrètes et silencieuses. La route est longue, mais à vos côtés, elle est lumineuse. Vous êtes une force tranquille dont je souhaite qu'elle nous soulève et nous propulse vers l'avant. Grâce à vous, le futur est prometteur, l'immobilité est inconcevable et quand on regarde en arrière, c'est pour constater le chemin parcouru. Solidarité, colère et bienveillance. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un beau forum. Je vous remercie pour votre participation et je vous rappelle que le réseautage demeure disponible sur la plateforme jusqu'au 2 avril. Merci à vous, mesdames, pour cet échange enrichissant. Et on se quitte sur un medley de chansons par la chorale Eclipse. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Hugo Valiquette et je suis le directeur d'Eclipse, le groupe vocal. Tout d'abord, merci au Réseau québécois de l'Action communautaire autonome de nous permettre de vous faire découvrir notre chanson, le medley engagé. En fait, le medley est composé de 3 chansons, Plus rien des Cowboys fringants, Les enfants de la terre de Samian et Imagine de John Lennon. On a réuni ces 3 chansons parce qu'elles parlent d'espoir, elles parlent de l'histoire des peuples autochtones, elles parlent évidemment de causes environnementales et pour nous, c'était important
d'amener notre musique au service de cet engagement-là. J'ai envie de laisser cette chanson pour mes neveux, nièces et filleuls, pour leur dire que nous, on croit en un avenir meilleur. Je vous invite à découvrir le medley engagé par Eclipse, le groupe vocal. Il me reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Mon pays n'a pas de frontières, il n'a pas de couleur. Imagine, Je suis un enfant de la terre, sur la terre sacrée. On a marché pieds nus au fil des saisons, on a compté les lunes. On a su lire le ciel en guise de boussole, acquis le respect car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil, transmettait notre histoire de bouche à oreille. living life in peace. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. Mais moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Plus rien. Porteuse de vie, une forêt en guise de pharmacie. Depuis toujours on se nourrit de la terre, d'air, la mer, des lacs et des rivières. Des millénaires sans besoin matériel, juste un chemin éclairé par le ciel. Une poussière qui a fait naître l'âme, un souffle de vie porté par la femme. Sharing all the world. Ces nouveaux dieux meurent reculant devant rien, et plus à tout pour arriver à leur fin, pour s'enrichir encore les gens de la peste, polluer l'ambiance et calmer la rivière. Mon pays, je le porte à l'intérieur de moi, et je n'oublie pas les peuples d'autrefois. On n'hérite pas de la terre de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. De toute façon, cette terre n'est pas à nous. On est à elle. On forme un tout. Ici, je suis qu'une âme passagère. Je suis un enfant de la terre. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité.